Chers internautateurs et internautatrices de la chose ludique, voici Jeff et je vais vous présenter mes coups de cœur 2025. Alors, premier jeu de ma sélection de mes coups de cœur de 2025, un jeu d'ambiance qui s'appelle le Gourdineur. Alors le Gourdineur, ça se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 8-9 ans à peu près. Mais c'est mieux, enfin c'est plutôt un jeu adulte et ado. Hein. Et pour des parties d'environ 15 minutes, c'est distribué par Gigamic. Alors dans le jeu Le Gourdineur, on va avoir tout un tas de cartes comme ça avec 3 propositions de thèmes de mots à chaque fois. Et en fait, les joueurs vont avoir le temps d'un sablier pour inscrire sur leur ardoise 3 ou 4 mots, ça dépend du nombre de joueurs qui ont un rapport avec le thème. Dans ce cas-là, le Gourdineur a choisi le thème du rugby. Alors donc, tous les joueurs jouent, on va dire ensemble, vont essayer donc de mettre des mots en commun sans se concerter, mais il y a un rôle principal qui est celui du Gourdineur. Le Gourdineur, c'est celui qui va un peu mener la partie, il va changer à chaque tour. Et le Gourdineur, ben pourquoi il s'appelle le Gourdineur? Parce que il a un gourdin. Un gros gourdin gonflable, paf. Alors, à quoi ça sert ce gourdin gonflable? Eh bien, une fois que les joueurs ont inscrit leurs mots sur les ardoises, le Gourdineur, lui, en ayant inscrit 6, on va en fait comparer les résultats. Si les joueurs ont mis des mots en commun avec le Gourdineur, bam, ils reçoivent un coup de gourdin sur la tête. Si en revanche, ils ont mis des mots en commun, mais qui ne sont pas ceux du Gourdineur, ils vont marquer des points, on va les inscrire sur le haut des petites cartes comme ça. Et on va faire comme ça jusqu'à ce que chacun soit passé une fois Gourdineur. Alors par exemple là, vous voyez dans le thème du rugby, le Gourdineur avait mis les mots essai, Antoine Dupont, drop, UBB, ballon et perche. Le joueur qui était à sa gauche a marqué Stade Toulousain parce qu'il a du goût. Il a aussi marqué Antoine Dupont, rouge et noir, on se demande bien d'où il vient. Et il a marqué aussi UBB pour faire plaisir aux Bordelais. Et ici, comme on joue à Bordeaux, ben, il y en a un qui a mis UBB, un autre a mis essai, l'autre a mis transformation et Stade Toulousain. Donc en fait, on voit que là, ces deux-là vont marquer des points, notamment avec le Stade Toulousain. Et puis en revanche, ils ne marqueront pas avec l'UBB parce qu'ils auront pris un coup de gourdin sur la tête. Alors, c'est des bonnes parties de rigolade. La règle s'explique très rapidement parce que la règle, la voilà, vous voyez. C'est un petit feuillet double face et la première page, c'est quasiment que des images et des dessins. Voilà, ça ne réinvente rien, mais ça fonctionne comme il faut. Et le gourdin fonctionne très bien. Alors, à manier avec, comment dire, avec douceur, hein, c'est pas la peine d'assommer vos participants, vos collègues. Voilà. Voilà pour le Gourdineur. Notre de mes coups de cœur 2025, c'est la Cour de Versailles, un jeu de Léo Blandin qui se joue donc de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'un peu plus de 20 minutes. C'est un jeu à la fois de draft, de collection et de combinaison de cartes. Donc en fait, si vous avez aimé des jeux un peu comme Château Combo ou Seven Wonders, des jeux comme ça, vous allez voir, c'est très familier et ça va vous plaire. Alors ce qui m'a plu beaucoup aussi dans ce jeu-là, c'est la thématique, puisqu'il y a une thématique historique qui est très présente, donc notamment avec la Cour de Versailles, où vous avez plein de personnages historiques qui ont gravité autour de la cour et qui ont été à la Cour de Versailles. Et donc vous allez jouer un jeune courtisan qui arrive à la cour et qui va essayer de se faire son réseau de connaissances et d'amis. Voilà, donc on va un peu grenouiller autour de toutes ces personnes-là. Et donc à chaque tour, on va en fait drafter une carte. Donc vous avez 10 cartes au départ. On en choisit une, on la pose face cachée devant soi, on passe le paquet à son voisin de gauche. Et ensuite, on va les révéler, faire des effets s'il y a des effets, ainsi de suite. Et une des petites particularités intéressantes, c'est que au tour 3, au tour 6 et au tour 9, on va regarder qui est majoritaire en fonction des différents sauts. Il y a des petits cachets de cire en fait qui représentent les différentes catégories, on va dire, sociales ou professionnelles de ces gens-là. Donc il va y avoir les artistes, il va y avoir les militaires, il va y avoir les empoisonneurs, il va y avoir les courtisans et les courtisanes, ainsi de suite. Et donc, à la fin du tour 6, 3 et 9, 6, pardon, je vais y arriver, 3, 6 et 9, on va regarder en fait qui est majoritaire.
Dans ces cas-là, par exemple, j'ai fait une petite mise en place, on est arrivé au tour 3, et donc on voit que, par exemple, je suis majoritaire dans les cachets de cire bleu et jaune par rapport à mes adversaires, et donc je vais pouvoir prendre ce personnage qui est là, qui est Madame de Montespan, et ce sont toujours des personnages qui valent vraiment le coup au point de vue combinaison, points, ainsi de suite, et je vais pouvoir enlever en fait un des personnages de mon plateau et la remplacer par Madame de Montespan, et dans ces cas-là, je viens de virer André Le Nôtre, qui pourtant est quelqu'un de remarquable, parce qu'il a fait de jolis jardins. Mais maintenant, j'ai Madame de Montespan avec moi. Donc tous ces personnages-là vont se combiner, et à la fin de la partie, on va regarder qui a marqué le plus de points, et ça va être un peu vos points d'influence au sein de la cour. Alors il y a quelque chose qui est très bien foutu, c'est que pour le comptage des points, il y a une petite application en fait à télécharger, qui est même pas en ligne en fait, qui est hors ligne, et ça vous permet en fait, en mettant le numéro de chaque carte, de calculer tous les points de victoire très facilement. Voilà, alors ça m'a beaucoup plu, sachant qu'en plus, il y a aussi un petit livret qui va donner quelques détails, quelquefois croustillants, sur la vie de chacune de ces personnages que l'on va retrouver à la cour de Versailles. Voilà, donc ça c'est un plaisir de lire ça. C'est ce qui me plaît aussi dans les jeux, c'est quand il y a des petits trucs en plus comme ça. Il n'y a pas que le jeu, mais on voit que tout l'univers autour a été bien travaillé. C'est ce que j'aime bien dans les jeux de Léo Blandin, qui nous avait déjà fait quelques petits bijoux comme ça, où à chaque fois le thème est fort et c'est bien documenté. Voilà, donc la cour de Versailles, je vous le recommande si vous aimez bien ce type de jeu, draft, combinaison et comptage de points après avec les cartes qui se articulent entre elles. Voilà. Et voici un nouveau coup de cœur 2025, il s'agit de Amanite. Alors Amanite, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu alors de Thanos Vassov. Alors c'est un auteur de jeu, je crois que c'est son premier jeu. Il a été primé à Boulogne, il me semble. C'est son premier jeu et il vit en Grèce, mais je ne sais pas du tout d'où il est. Et c'est illustré par Roxane Campoy, ou Campoy, je ne sais pas trop comment on le prononce. Les illustrations sont magnifiques, tout a été fait à la main et à la gouache. Et c'est une illustratrice qui fait aussi de l'animation et des bouquins pour de l'illustration notamment pour enfants, et je trouve que et autres d'ailleurs, et j'aime beaucoup son style. C'est très coloré, magnifique, et ça s'accorde très bien avec ce jeu. Alors, dans ce jeu-là, on va jouer pendant 3 phases, on va faire 3 phases de jeu, et nous allons aller à la cueillette aux champignons. Et la cueillette aux champignons, on va essayer de récupérer les meilleurs parmi tous les champignons qui se trouvent dans les bois. Dans cette configuration à 3 joueurs, nous avons mis 4 bois, et lors de la première manche, on va mettre 4 champignons dans chaque bois. Alors il peut y avoir des champignons, mais aussi des cochons dans les bois. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ils servent, les cochons. Ces champignons-là peuvent être délicieux, vous rapportez 3 points de victoire, bon pour 2 points, un peu moins bon pour 1 point. Ils peuvent même retrancher des points de victoire, parce qu'il y a des champignons qui enlèvent 1 point de victoire lorsqu'on les récolte. Mais attention, il y a aussi certains champignons, un de ces champignons est mortel. Et donc à la fin de la partie, si un joueur a trop de champignons mortels par rapport à un autre champignon qui est formidable, qui est l'antidote, s'il n'a pas un équilibre, en fait, il va mourir et donc il va être éliminé du jeu et on ne comptera pas ses points. Alors, comment est-ce que ça se joue? Une fois qu'on aura distribué tout ça, ainsi de suite, mis les champignons, chacun va recevoir des informations, c'est-à-dire partielles, sur les différentes catégories de champignons. Moi, je joue le joueur orange, et donc j'ai ma petite carte, et on me dit que j'ai eu des informations au sujet de ce champignon, de celui-ci et de celui-là. C'est-à-dire que j'aurais pioché une carte de chaque, je vais les mélanger pour ne pas savoir en fait ce à quoi elles correspondent, et ensuite je vais les regarder, et donc je sais que parmi mes 3 champignons, mais je ne sais pas lequel, un vaut 3 points de victoire, un vaut moins 1, et l'autre c'est la formidable antidote qui vous permet d'échapper au poison. Donc là j'ai des informations partielles, les autres joueurs aussi, et nous allons essayer de découvrir au fur et à mesure de nos recherches et du jeu quels sont les bons champignons. Donc je vais regarder aussi ce que prennent les autres,
Forcément, je me dis, ben, si lui a pris beaucoup de champignons comme ça, c'est qu'il doit savoir qu'ils sont très bons, ainsi de suite. Mais il y a un petit côté bluff aussi. On peut essayer de perdre les autres joueurs en prenant quelquefois des champignons pas terribles. Comment est-ce que ça va se jouer? Eh bien, lorsque c'est mon tour, je suis premier joueur, je vais pouvoir positionner un de mes petits pions sur l'une des 4 forêts. Si les forêts sont libres, c'est le cas comme je suis premier joueur, je vais en fait me positionner forcément sur le 1. Le 1, ça sera le personnage qui va récolter en priorité. Le second joueur va pouvoir se positionner sur un des champignons libres ou venir sur ma forêt, et dans ces cas-là, c'est lui qui va faire l'élo. Je vous expliquerai tout à l'heure comment, et puis on va dire que lui se met là, et puis je me mets ici, et ensuite on va faire hop, comme ça, et comme ça, voilà. Dans ce cas-là, donc, on voit que le joueur vert va faire les lots. Alors le joueur vert, il aura eu des informations sur les champignons, et puis il va faire par exemple un lot comme ça de 2, et un lot comme ceci de 2. Ici, on va dire que 1, il met le cochon et ça, et ceci de ce côté. Et puis là, lui, il fait un lot déséquilibré comme ça. Voilà. Une fois que ces lots ont été faits, c'est le premier joueur ici qui va récupérer les champignons. Alors moi, comme je sais qu'il y en a qui peuvent être bons, je me dis, tiens, je vais tenter le coup. Je vais prendre ces 2 champignons-là, et lui va prendre ces 2 ici, et on commence nos collections comme ceci, comme ceci. Lui, il va prendre en fait le champignon avec le cochon. Le cochon, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va manger un champignon. Alors, il peut manger un champignon que vous venez de récolter, mais il peut aussi manger un champignon que vous aviez dans vos réserves avant. Ça vous permet d'éliminer peut-être des champignons douteux, on va dire. Voilà, donc en gros, on va constituer nos petites collections de champignons. Et puis, à la fin du tour, chacun va disposer de 2 petits livrets. Et donc, on va en utiliser un par tour pour pouvoir aller récupérer des informations sur les champignons. Il y a 2 emplacements par champignon, et donc moi j'aimerais bien savoir si effectivement ceux-là, s'ils sont très bons ou pas, comme j'en ai déjà récolté 2, donc je vais m'y mettre dessus, et je vais pouvoir aller voir, en fait, je n'ai pas mis les petites cartes, mais ce que vaut mon champignon. Dans ces cas-là, j'ai découvert que mes champignons comme ceci valaient -1, donc je vais faire attention de ne pas en prendre d'autres, et peut-être d'évacuer cela avec les cochons. Il n'y a que 2 emplacements, ça veut dire que si quelqu'un d'autre se met dessus, plus personne d'autre ne pourra venir voir les informations sur ces champignons, parce que bien entendu, c'est le même lot de cartes qui figure sur chaque champignon. Voilà, donc ça, hop, chacun récupère une information supplémentaire. Et maintenant, on va passer à la deuxième phase. La deuxième phase, on va en mettre 5 champignons dans chaque bois. On aura repris nos petits meeples avant. Et là, on va en mettre 5 champignons. Ensuite, à la fin, on va récupérer à nouveau une information sur le tableau. Et puis, la dernière manche se fera avec 6 champignons. Voilà. Alors, je ne rentre pas dans les détails de la façon dont on fait les lots, mais ce qu'il faut savoir, et ce qui m'a plu, c'est ce côté split and choose, c'est-à-dire il y en a un qui fait l'état et l'autre choisit en fait le lot qu'il veut. Il y a la partie déduction où je vais avoir des informations partielles que je vais en fait pouvoir corroborer avec ce que je vais aller voir, et aussi avec la façon dont jouent les autres. Et ce qui est très plaisant, c'est qu'à chaque fois, à la fin des parties, il y a plein de discussions sur « Ah, ben je pensais que tel champignon, il était vachement bon parce que tu en avais pris beaucoup », ou alors « Moi, j'étais persuadé que celui-là, depuis le début, c'était le champignon empoisonné », ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est très, très plaisant à jouer. C'est très agréable aussi au point de vue graphique. Et donc, ben là, une fois de plus, ce petit studio, c'est pas un petit studio, parce que déjà ils nous ont sorti pas mal de jeux. Spiral Édition, qui est basé à Muret, en Haute-Garonne, nous a sorti 2 bons jeux cette année, et dont fait partie Amanite.
l'autre étang. Alex va me remettre le jeu en tête parce que j'ai déjà oublié, alors que c'est Présage, bien entendu, voilà, Présage qui fait partie aussi de nos sélections de coups de cœur 2025. Voilà. Donc, je vous le recommande de 2 à 4 joueurs. Moi, ça a toujours marché quand on a fait des parties. Alors, voici un coup de cœur 2025 et un coup de cœur parmi les jeux enfants. Celui-ci s'appelle Délicieuse Lave. C'est sorti chez Dry Magir. C'est un jeu de Sophie Wagner. Qui se joue de 2 à 4 joueurs ou joueuses à partir de 5 ans et qui dure environ 20 minutes. Donc dans ce jeu-là, chaque joueur va avoir un petit dragon et ces petits dragons vont profiter d'une éruption volcanique pour pouvoir aller se nourrir de lave, parce qu'ils adorent la lave, les petits dragons. Et donc ils vont manger des petits morceaux de lave qui vont sortir des coulées. Sachant que à la fin de la partie, une fois qu'il n'y aura plus de petits jetons de lave dans le sac, on va regarder combien de petits jetons ont mangé votre dragon et vous allez marquer des points en fonction de la valeur de chaque lave. Parce qu'en fait, la lave jaune est très très bonne parce qu'elle est très chaude et donc elle rapporte 3 points de victoire. La orange 2 points, la rouge 1 point et malheureusement, la lave déjà refroidie va retrancher des points, donc on enlèvera de l'estomac de votre dragon un des meilleurs jetons. Alors comment est-ce qu'on joue? Eh bien à mon tour je vais lancer le dé sur la piste ici, donc la boîte sert de piste de dé, et je vais sortir du sac 4 petits jetons, hop, au hasard, tac. Une fois que j'ai sorti mes 4 petits jetons, comme c'est à moi de jouer, je prends mon petit dragon vert et je vais le mettre face à une bouche vide d'un volcan. Et là, je vois qu'il y a du orange et du jaune qui se préparent, donc je vais plutôt le mettre ici. Et dans l'ordre, les joueurs vont ensuite positionner leur petit dragon en face chaque bouche. Voilà, hop, ils se mettent comme ça. Ensuite, donc, c'est à moi de jouer parce que c'est mon tour. Et je vais introduire un petit jeton de lave que j'ai sorti du sac par un des trous ici du plateau. Hop, et ça va faire avancer en fait les jetons de lave vers la gueule des dragons. Alors là, je viens de m'apercevoir qu'en le mettant ici, ça allait nourrir le dragon bleu, donc ça ne m'intéresse pas trop. Je vais peut-être changer en faisant ici, et là je vois, oh, il y en a un qui est presque prêt à tomber, et ça fait avancer aussi le orange vers la gueule de mon dragon, donc je vais recommencer vers ici, hop, celui-là il est tombé, c'est pas grave, on le remettra dans le sac à la fin de la manche. Et là, je continue. Ça y est, mon dragon vient de manger un petit morceau de lave orange. Celui-là, hop, on le remet ici. Chacun reprend ses petits dragons. Tac. Ah, celui-là, il est tombé. Tant pis, pas dans la gueule. Ici, ici et ici. Et ça va être au joueur suivant, donc d'effectuer la même opération. On lance le dé, on récupère le nombre de jetons, on se place. Et ensuite, donc, on pousse les petits jetons par un endroit vide. Alors, on peut choisir n'importe quel endroit, et à chaque fois, ça fait bouger, bien sûr, de façon différente les éléments de lave. Alors, en fait, j'ai trouvé ça très, très malin. Très surprenant aussi, on ne sait jamais de quel côté ça va tomber. Ça apprend la patience aussi, parce que des fois on se dit ben, je me mets là parce que je pense que ça va tomber, et puis on voit que pendant 2 tours ça ne tombe pas, ben, on essaie d'un autre endroit. Le matériel est très très agréable à manipuler. Alors le plateau de jeu, regardez, je vais enlever le dessus pour vous montrer en fait, tac. Voilà, l'intérieur du volcan. À l'intérieur du volcan, il y a tous ces petits jetons. Et donc, c'est quand on va les pousser comme ça, qu'ils vont petit à petit, hop, bouger et tomber. À la fin de la partie, une fois que le sac est vide, on va compter les points. Et donc, on va regarder tout ce que vos petits dragons ont mangé. Hop, et on va faire notre petit comptage de points ici, sur le petit plateau. Voilà, très agréable à jouer, de l'attention, de l'observation. Donc c'est un jeu qui est assez malin et assez intelligent. Je vous le recommande à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs. En plus, il est très joli. Alors voici notre coup de cœur qui a été une très très bonne surprise de l'année 2025.
Il s'agit de la bataille de Hoth, donc un jeu thématisé Star Wars qui reprend les principes de Command and Colors que l'on connaît bien en France avec Mémoire 44. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans avec plein de scénarios différents à jouer et à rejouer et donc une durée de partie d'environ 30 minutes, mais c'est très variable. Au début des années 2000, donc, il y a le système de jeu Command and Color qui est apparu et qui est donc un système qui a été fait par un auteur de jeu qui s'appelle Richard Borg et qui a réussi à faire en fait un système assez simple pour faire du wargame, ce qui n'était pas donné, et dans lequel en fait on va avoir des figurines ou des pions sur une carte, des dés spéciaux pour faire les dégâts et les différents résultats des combats, mais surtout qui va se jouer avec des cartes qui permettent d'activer les différentes unités sur le plateau de jeu. Et donc ça rend le jeu très fluide, très abordable. Et donc voici une version Star Wars, donc la bataille de Hoth, à laquelle a participé donc Richard Borg, forcément comme auteur, mais notre auteur qui est monsieur Adrien Martineau. Adrien Martineau, on peut dire c'est un des piliers de la société Days of Wonder, et on peut le remercier de tout le boulot qu'il a fait jusqu'à présent, et notamment sur ce dernier jeu. Voilà, merci Adrien de nous faire rêver avec des jeux de si bonne qualité chez Days of Wonder. La boîte contient un matériel extraordinaire. Il y a forcément, bien sûr, les règles du jeu, il y a un livret de scénarios, il y a 2 mini-campagnes à jouer, c'est-à-dire des scénarios qui vont se suivre les uns les autres, avec à chaque fois des conditions de bataille particulières. Tout est super bien expliqué. Vous trouvez aussi, bien sûr, plus de 70 figurines finement sculptées. Les dés sont magnifiques, ils sont gravés. Les éléments de décor, bref, tout ce qu'il faut pour jouer, bien sûr, les cartes tactiques et stratégiques pour les 2 camps, et des aides de jeu qui résument parfaitement tout ce qui est à faire. Alors, n'ayez pas peur en voyant tout ce matériel, les mises en place, ça se fait très facilement en regardant en fait les petits bouquins de règles. Il y a des batailles, les batailles sont faites en fait pour être jouées plutôt de la première à la dernière. Il y a 17 batailles en fait, 18 scénarios même dans le livret. Il vaut mieux commencer avec le 1 qui est un scénario de mise en place pour apprendre à manœuvrer, à utiliser des cartes, ainsi de suite. Voilà globalement comment ça se joue. À chaque tour, les joueurs vont pouvoir choisir une carte de leur main et l'activer en disant par exemple, voilà, moi je vais jouer une carte raid. La carte raid, ça me permet d'activer 2 de mes unités sur le flanc droit de mon champ de bataille. Et donc je vais choisir d'activer par exemple ces 2 unités-là. Je vais me reporter sur ma carte ici qui me permet de savoir de combien elles avancent, de combien elles tirent, ainsi de suite. Et donc je vais pouvoir jouer mes 2 unités, puis ensuite ça sera à l'adversaire, donc une fois qu'elle est jouée bien sûr, on en repioche une nouvelle pour le prochain tour, et puis après ça sera à mon adversaire de faire de même, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la bataille. Alors, les scénarios, à chaque fois, peuvent avoir des fins totalement différentes. Par exemple, dans ce cas-là, l'Empire doit détruire les 2 générateurs du camp rebelle. Et en revanche, les rebelles, eux, gagneront la bataille, en fait, en ayant détruit un certain nombre d'unités adverses. Dans ce cas-là, il faut 5 victoires, 5 médailles. Les médailles, ça se gagne en détruisant une unité entière chez l'adversaire. Voilà, la résolution des combats, ça se fait avec les dés. Tout est expliqué sur les cartes. En fonction de l'unité que vous avez jouée, vous allez pouvoir lancer 1, 2, 3, voire 4 dés. On va prendre en compte, bien sûr, le type d'unité, mais aussi la distance à laquelle se trouve votre adversaire. Et le fait aussi si vous avez bougé ou pas. On va prendre en compte aussi tous les éléments du terrain qui peuvent être des obstacles, qui peuvent être des éléments de défense pour ceux qui sont retranchés, ainsi de suite. Et donc toutes ces choses-là sont prises en compte. C'est remarquable. Et
et c'est vraiment très 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 agréable à jouer. Et en plus la thématique Star Wars forcément parlera à beaucoup de monde. Alors petite aussi information, sur la boîte je vois marqué Galactic Battles au pluriel. Donc là nous avons la bataille de Hoth, et donc si je vois marqué Battles au pluriel, mon petit doigt me dit que nous devrions en avoir d'autres plus tard. On peut peut-être s'attendre à voir peut-être des petits ours poilus sur une planète pleine de forêts, pourquoi pas. Mais je ne vous ai rien dit, nous verrons bien. Mais en attendant, vous pouvez vraiment vous régaler en jouant à la bataille de Hoth. Alors, petite précision, après 21 ans d'existence, donc Mémoire 44, le bel ancêtre Mémoire 44, qui avait été sorti en 2004 pour les 60 ans du débarquement, c'est fait un petit toilettage. Et donc en fait nous allons avoir une nouvelle boîte avec des nouvelles illustrations, des nouvelles figurines encore plus détaillées que les anciennes, des nouveaux scénarios. Il y a 5 nouveaux scénarios je crois dans la boîte, et plein d'améliorations, des règles qui ont été un peu dépoussiérées. Enfin bref, Mémoire 44, jouez-y aussi. Il vient juste de ressortir la nouvelle version, et franchement c'est aussi du super boulot. Et encore merci à Richard Borg et merci à Adrien Martineau de nous avoir sorti ce petit bijou. Voilà. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter mes coups de cœur 2025. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à y jouer que moi. Avant cela, je vais quand même vous montrer un autre truc que, hop, voilà, je fais du rab. Je voulais pas passer à côté sans parler de jeux de rôle non plus. Et donc voici RuneQuest. RuneQuest, cette année, ils ont sorti 5 suppléments. 5 suppléments, ils viennent de sortir à la suite les uns des autres sur les cultes et sur la mythologie. Donc ils sont superbes, c'est vachement intéressant. Il y a aussi un gros aide de jeu qui est sorti. Donc vous avez 6 suppléments qui viennent de sortir pour RuneQuest. Voilà, je pouvais pas passer mes coups de cœur sans mentionner donc le jeu de rôle RuneQuest de Greg Stafford. Et enfin, je voulais aussi vous dire que vous êtes tous les bienvenus à la boutique Jeux des cartes Bordeaux, et vous pouvez venir chercher justement notre petit guide catalogue de fin d'année qui est fait avec le GBL, avec le groupement des boutiques ludiques. Dedans, vous allez voir, tout est très bien expliqué, vous avez toute une sélection de jeux, et ça peut vous servir toute l'année de petits bouquins de référence. Voilà, vous avez même des interviews de ludicaires dedans, donc indispensable. Donc on vous invite tous à venir le chercher chez nous, et à très bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.